Dans les confins les plus lointains de la galaxie d'Andromède, où les étoiles scintillaient comme des diamants éparpillés contre l'étendue veloutée, se trouvait la splendide planète de Zora. Ce joyau céleste, entouré d'anneaux de glace cristalline qui réfractaient la lumière en arc-en-ciel envoûtant, était le foyer des Oriens, une race d'êtres dont la peau translucide brillait d'une lueur intérieure et dont les membres allongés se mouvaient avec une grâce défiant la physique terrestre. Au sein de ces êtres éthérés, aucune ne brillait plus que la princesse Léora, la plus jeune fille de l'empereur et de l'impératrice Mela. La présence de la princesse Léora attirait l'attention non seulement en raison de sa lignée royale, mais aussi en raison de son aura unique, une délicate lueur argentée qui dansait sur son corps la distinguant de tous les autres Zorans. Ses cheveux, coulant comme la lumière des étoiles liquides, descendaient en vagues le long de son dos, semblant capturer et libérer des constellations. La population de Zora vénérait sa princesse non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son intelligence inégalée et sa nature compatissante. Elle avait maîtrisé l'art ancien de la communication stellaire, lui permettant de converser avec les soleils lointains et les nébuleuses. Rassembler la sagesse qui a guidé son peuple à travers les défis cosmiques. Le palais royal lui-même était une merveille d'architecture interstellaire construite à partir de cristaux vivants qui palpitaient doucement au rythme du cœur de la planète. Des flèches imposantes s'élevaient vers les cieux, tandis que des ponts défiant la gravité reliaient des jardins flottants où une flore bioluminescente fleurissait dans des couleurs impossibles. Au sein de ces somptueuses salles, la princesse Léora passait ses journées à étudier la danse cosmique de les galaxies. Malgré sa position privilégiée, elle avait l'habitude de dépasser les limites de l'espace connu avec son esprit, tout en conservant une attitude humble. Elle se promenait souvent parmi son peuple dans les villes cristallines, écoutant leurs préoccupations et partageant leur joie. Les compagnons les plus proches de la princesse étaient le Conseil Céleste, un groupe de sages anciens ayant été témoins de nombreux cycles cosmiques, et sa garde personnelle, une sélection de guerriers formés aux techniques de combat traditionnelles oriennes et à la manipulation avancée de l'énergie. Ces gardiens, reconnaissables à leurs marques indigo profondes, veillaient sur la princesse avec une dévotion inébranlable, bien que personne n'aurait pu anticiper les événements qui allaient bientôt se dérouler au sein des murs du palais. Lors d'une de ses visites de routine à l'Observatoire Royal, une chambre perchée au point le plus élevé du palais avec une atmosphère suffisamment raréfiée pour permettre une communion directe avec les comètes en passage, les premiers signes de problème sont apparus. La princesse Léora traçait la trajectoire d'une comète particulièrement ancienne lorsque soudain, une vague de vertige la submergeait. L'éclat argenté qui l'enveloppait habituellement vacillait de manière erratique, telle une étoile mourante luttant pour maintenir sa brillance. Son entourage s'est précipité à son chevet, leurs chuchotements inquiets emplissant l'observatoire alors qu'il l'aidait à rejoindre un divan voisin fait de fils de lune tissée. The Medical Team arrivait de moment la Tether Diagnostic Instrument Humming with Concern Despite Their Advanced Technology Devices Capable of Repairing Molecular Structure and Reversing Cellular Decay. They found themselves baffled by the princess's condition. Her vital energies were fluctuating wildly, and her normally harmonious biological rhythm had fallen into discord. Physician Master of Bioenergy Manipulation who had delayed everything from plasma burns to quantum radiation poisoning. Exchanged troubled glance at her scan revealed nothing concrete. Hours turned into days. The situation grew increasingly dire. The princess's condition worsened. Her once vibrant glow dim into a faint shimmer. The entire palace fell into a state of controlled chaos with specialists from across the galaxy arriving to offer their expertise at real healers from the Nebula Collective attempted to realign her energy fields while biomechanical engineer from the Cine Consortium ran simulation. Every known physiological anomaly even the ancient Star Weaver keeper of forgotten cosmic knowledge. Intricate pattern of light around her bed chamber hoping to restore balance to her being, yet despite this effort no one could determine the cause of her mystery. Plus ils étudiaient sa condition, plus elle devenait déconcertante. Les traitements traditionnels se sont révélés inefficaces et les procédures expérimentales n'ont apporté aucune amélioration. La souffrance de la princesse persistait sans relâche, sa voix autrefois mélodieuse réduite à des souffles laborieux qui résonnaient à travers les salles cristallines. L'incertitude entourant son état commença à semer la peur dans tout le royaume, alors que des rumeurs d'une mystérieuse maladie cosmique inconnue commençaient à circuler parmi la population, au milieu de cette crise croissante. Le capitaine Elias VN se tenait à l'écart de l'agitation, un humain affecté à la garde royale dans le cadre d'un programme d'échange intergalactique sans précédent.
Il avait initialement fait face au scepticisme de ses homologues zoriens, mesurant 6 minutes 2 secondes, avec des cheveux noirs coupés courts et des yeux reflétant la détermination de quelqu'un ayant survécu aux environnements les plus hostiles de la Terre. Elias avait acquis sa place grâce à une persévérance inébranlable et à une capacité étonnante d'anticiper le danger avant qu'il ne se matérialise. Tandis que d'autres se concentraient sur les diagnostics avancés et les méthodes de guérison ésotérique. Elias a adopté une approche différente en commençant à documenter méticuleusement chaque détail de l'environnement de la princesse, les subtils changements dans la composition atmosphérique, les variations minimes dans les champs gravitationnels, et même la résonance émotionnelle de ceux qui étaient à son chevet. Sa formation militaire lui avait appris à faire confiance aux schémas et aux anomalies, et quelque chose dans la situation ne correspondait à aucun phénomène médical connu. Tard dans la soirée, pendant que le palais sommeillait sous le regard vigilant des 2 lunes jumelles. En examinant ses notes dans la pénombre de ses quartiers, Elias remarqua quelque chose d'étrange. Il réalisa que les épisodes de la princesse coïncidaient précisément avec l'apparition de certains alignements stellaires visibles depuis ses appartements. Plus intrigant encore, ces alignements correspondaient au schéma qu'il avait observé lors de sa précédente mission sur Proxima Centauri 3, où des phénomènes similaires avaient affecté les voies neuronales des colons humains. Résolu à suivre cette piste, Elias a demandé l'accès aux archives anciennes contenant des enregistrements d'événements célestes s'étendant sur des millénaires. Enfoui sous des couches de données cosmiques, il a découvert des références à un phénomène rare connu sous le nom de dissonance de résonance quantique, une condition théorique où les fréquences biologiques d'un individu deviennent désalignées avec les constantes universelles en raison de configurations stellaires spécifiques. La documentation était succincte, rédigée dans des termes archaïques qui nécessitaient une interprétation minutieuse, mais elle mentionnait une solution potentielle impliquant la stabilisation harmonique par le biais d'une manipulation environnementale précise. Armé de ces informations, Elias s'approcha du Conseil céleste en présentant ses découvertes avec la même précision méthodique qui avait caractérisé ses briefings militaires, tandis que certains membres du Conseil restaient sceptiques quant aux insights d'un humain sur la physiologie zorienne, d'autres reconnurent le mérite de ses observations avec leur approbation réticente. Elias s'est mis en œuvre pour mettre en œuvre son plan en sachant que le temps pressait pour la princesse déclinante. La transformation des chambres de la princesse Léora a commencé sous le couvert de l'obscurité, alors que les murs cristallins du palais absorbaient plutôt que reflétaient la lumière, travaillant aux côtés d'une petite équipe de techniciens de confiance. Le capitaine Varn a mis en place un arrangement complexe de dispositifs de résonance harmonique capables de générer des fréquences vibratoires précises. Ces instruments, dérivés à la fois de la technologie humaine et xorienne, ont été positionnés de manière stratégique pour créer des champs d'énergie sonique superposés qui imitent les schémas de résonance naturelle de la physiologie xorienne saine. L'expérience militaire d'Elias s'est avérée inestimable alors qu'il coordonnait l'opération avec une précision militaire. Chaque résonateur a été calibré à des fréquences spécifiques dérivées de son analyse des signatures énergétiques de base de la princesse avant sa maladie. L'équipe a travaillé en quart synchronisé, ajustant soigneusement les dispositifs tout en surveillant leurs effets sur les champs énergétiques ambiants dans la chambre. L'air semblait lui-même vibrer d'anticipation alors que l'équipement se mettait en ligne, créant une toile complexe de sons dansant invisiblement à travers l'espace. À l'approche de l'aube, le dernier élément du plan d'Elias est entré en jeu. Un système de contrôle environnemental spécialisé a été conçu pour stabiliser le microclimat de la chambre, s'appuyant sur son expérience des projets de terraformation sur des planètes hostiles. Il a mis en place un protocole maintenant des niveaux optimaux de pression atmosphérique, de température et de concentration ionique. Le système a également intégré un blindage adaptatif pour filtrer les schémas de rayonnement cosmique potentiellement perturbateurs, en particulier ceux provenant des alignements stellaires problématiques qu'il avait identifiés tout au long du processus. Elias a maintenu une communication constante avec l'équipe médicale, veillant à ce que chaque ajustement soit soigneusement documenté et corrélé aux réactions de la princesse. Son approche combinait méthodologie scientifique et compréhension intuitive née de nombreuses heures passées à observer les changements subtils dans l'état de la princesse. Les guérisseurs zoriens, initialement réticents envers ce qu'ils percevaient comme des solutions excessivement mécanistes, ont progressivement adhéré à l'approche systématique humaine lorsqu'ils ont constaté la stabilisation progressive des champs énergétiques de la princesse.
Le premier signe d'amélioration est survenu de manière inattendue pendant ce qui aurait dû être la période la plus critique de la princesse, alors que les résonateurs harmoniques atteignaient leur configuration optimale. Une lueur argentée douce commença à émaner de la forme de Léora, pulsant en harmonie avec les fréquences soigneusement orchestrées. Ces rythmes biologiques précédemment incohérents se mirent à se synchroniser avec les champs d'énergie artificielle, créant une belle harmonie qui emplissait la chambre d'une lumière oscillante douce. Les médecins traitants ont noté avec étonnement comment ces signes vitaux ont commencé à se stabiliser, s'éloignant des fluctuations dangereuses qui avaient caractérisé son état depuis des jours. Le capitaine Varn surveillait la situation depuis une distance discrète, ses yeux entraînés captant chaque nuance de changement dans l'état de la princesse. Il remarqua comment la couleur revenait sur sa peau translucide, passant d'une teinte pâle inquiétante à son éclat naturel. La respiration de la princesse, autrefois superficielle et irrégulière, s'approfondit en un rythme régulier qui semblait résonner avec l'essence même du palais. Le plus remarquable fut la manière dont sa conscience commença à s'éveiller, ses paupières papillonnant comme en réponse à la symphonie de fréquences l'entourant. L'équipe médicale s'activa pour documenter chaque aspect de cette guérison miraculeuse. Les instruments enregistraient des données qui allaient révolutionner leur compréhension de la physiologie zorienne. Ils découvrirent que la structure cellulaire de la princesse se réalignait, les liaisons quantiques entre les molécules se renforçant en réponse à la stabilisation harmonique. Ce qui avait commencé comme une expérience désespérée se transformait désormais en une percée médicale révolutionnaire, qui unissait l'ingéniosité humaine à la mystique zorienne de manière inattendue. Cependant, au milieu de l'optimisme croissant, Elias demeurait vigilant. Ses instincts militaires lui indiquaient que, bien qu'ils aient stabilisé la crise immédiate, la cause sous-jacente de l'état de la princesse devait encore être traitée. Les alignements stellaires qui avaient déclenché sa maladie reviendraient et sans solution permanente, la princesse resterait vulnérable à de futurs épisodes. Cette prise de conscience pesait lourdement sur lui alors qu'il observait la princesse regagner lentement sa force, son aura argentée dansant maintenant avec une vitalité renouvelée. Le succès de l'intervention du capitaine VN se propageait à travers le palais et au-delà, transformant les relations et les perceptions de manière imprévisible pour les humains et les Xoriens. Au sein de la cour royale, le scepticisme initial laissa place à un profond respect alors que l'efficacité de l'approche d'Elias devenait indéniable. Le Conseil céleste, depuis longtemps considéré comme l'autorité ultime en matière de questions cosmiques d'importance, se trouvait eux-mêmes. En consultant régulièrement l'officier humain pour bénéficier de leur sagesse ancienne, qui se marie harmonieusement avec sa méthodologie pratique, cette collaboration sans précédent a conduit à la création d'une nouvelle division de recherche dédiée à explorer l'intersection des sciences médicales humaines et zoriennes au sein de la garde royale. Les attitudes ont connu un changement radical, là où Elias était autrefois perçu comme un étranger toléré uniquement par nécessité diplomatique, il suscitait désormais une admiration et une loyauté sincère. Ses homologues zoriens ont commencé à intégrer des éléments de la pensée tactique humaine dans leurs protocoles, tandis qu'Elias lui-même adoptait des aspects de leur technique de combat basée sur l'énergie. Cet échange culturel s'est étendu au-delà des frontières professionnelles alors que des amitiés se sont formées et que les barrières se sont dissoutes entre des espèces qui se regardaient auparavant avec une formalité prudente. L'impact plus large sur la société zorienne s'est avéré encore plus transformateur. La nouvelle de la guérison de la princesse grâce à l'innovation humaine a suscité une vague de curiosité à propos de la Terre et de ses habitants. Les programmes d'échange culturel se sont rapidement développés, avec des chercheurs zoriens désireux d'étudier les approches des humains en matière de résolution de problèmes, tandis que les scientifiques terriens ont obtenu un accès sans précédent aux technologies zoriennes. Cet incident a démontré que malgré de vastes différences en biologie et en culture, un terrain d'entente pouvait être trouvé lorsqu'il s'agissait de relever des défis communs. Cependant, ce nouveau Found de l'harmonie n'était pas exempt de complications. Les factions conservatrices au sein de la société zorienne considéraient la dépendance aux méthodes humaines avec suspicion, remettant en question si leurs traditions anciennes étaient sous-évaluées. Certains membres du Conseil céleste exprimaient des inquiétudes quant à devenir trop dépendants des influences externes, tandis que certains segments de la population craignaient de perdre leur identité culturelle. Ces tensions se sont manifestées de manière subtile. Des murmures dans les couloirs cristallins ont donné lieu à des pétitions formelles visant à limiter l'implication humaine dans les affaires royales, mais ils n'ont pas réussi à éclipser le sentiment de gratitude écrasant envers le capitaine Varn et son approche novatrice pour la princesse Léora elle-même.
L'expérience a marqué un profond changement dans sa vision du monde. En retrouvant sa force, elle s'est sentie attirée par la perspective humaine, fascinée par l'approche méthodique d'Elias pour résoudre les problèmes et sa capacité de réflexion. Au-delà des paradigmes établis, leurs interactions, initialement formelles et professionnelles, ont évolué vers des discussions approfondies sur la nature du leadership et les responsabilités qui accompagnent le pouvoir. La princesse a commencé à plaider en faveur d'une plus grande intégration des idées humaines dans la gouvernance zorienne, voyant dans cette fusion de perspectives un chemin vers un progrès sans précédent. Cependant, sous cette surface de coopération et de respect mutuel, se cachait en réalité un niveau plus profond. Des questions ont commencé à se poser. Le succès de la stabilisation harmonique a soulevé des interrogations fondamentales sur la nature de la physiologie zorienne et sa relation avec les forces cosmiques. Si une civilisation aussi sophistiquée pouvait être vulnérable à des influences stellaires jusqu'alors inconnues, quelles autres vulnérabilités cachées pourraient exister? Ces questions, associées aux ramifications politiques de l'implication humaine dans les affaires zoriennes, ont créé un réseau complexe de possibilités et de défis qui façonnerait l'avenir des deux espèces. Alors que la force de la princesse Leora revenait, elle se sentait de plus en plus attirée par les ponts d'observation surplombant les jardins cristallins où des cascades d'eau défiant la gravité s'élevaient en défi des lois de la physique conventionnelle. C'est là qu'elle rencontra le capitaine Varn, se tenant seul et contemplant les étoiles avec une intensité qui reflétait ses propres contemplations cosmiques. Leurs conversations ont commencé de manière hésitante avec des échanges formels sur sa guérison et la recherche en cours sur la dissonance de résonance quantique, mais ont rapidement évolué vers quelque chose de plus profond et plus profond. Leurs discussions ont porté sur des sujets allant du pratique au philosophique, abordant tout, de l'histoire humaine à la mythologie zorienne. Elias a partagé des récits des luttes et des triomphes de la Terre tandis que Leora a évoqué l'ancienne connexion de son peuple avec les étoiles. Ils ont découvert une fascination commune pour le concept d'équilibre, non seulement en termes physiques, mais aussi dans l'équilibre délicat entre tradition et innovation, entre le maintien de l'identité culturelle et l'embrassement de nouvelles possibilités. Ces conversations se prolongeaient souvent tard dans la nuit. Dans une nuit éclairée uniquement par la lueur douce des soleils lointains et les éclairs occasionnels des comètes en passant, le lien qui s'est développé entre eux a transcendé la simple gratitude ou le respect professionnel. Leora s'est retrouvée captivée par la détermination inébranlable d'Elias et sa capacité à discerner des schémas là où d'autres ne voyaient que le chaos. En retour, Elias a été frappé par la profondeur de compréhension de la princesse et sa volonté de remettre en question des croyances séculaires dans la quête de la vérité. Leurs interactions sont devenues une source d'inspiration pour leur entourage, démontrant comment des perspectives différentes peuvent se combiner pour créer quelque chose de plus grand que ce que chacun pourrait réaliser seul. Cependant, leur lien grandissant a également apporté des défis. Le protocole imposait une certaine distance entre la royauté et les gardes, indépendamment de leur espèce, et leurs rencontres fréquentes n'échappaient pas à l'attention. Des rumeurs circulaient dans les couloirs du palais, exprimant l'espoir d'une nouvelle ère de coopération interespèces. La coopération avec d'autres suscite des inquiétudes quant aux implications d'une relation aussi étroite. Le Conseil céleste, tout en soutenant leur partenariat intellectuel, observait leur lien naissant avec des yeux prudents, conscients du précédent qu'ils pourraient établir pour les futures interactions entre les humains et les Zoranes. Malgré ces complications, ni Leora ni Elias ne pouvaient nier l'importance de leur connexion. À travers leurs expériences partagées, ils étaient devenus le symbole de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, un pont entre les mondes, un témoignage du pouvoir de la compréhension face à des différences en apparence insurmontables. Leurs conversations se sont de plus en plus tournées vers l'avenir, vers les possibilités qui se trouvaient au-delà de la crise actuelle et vers le rôle qu'ils pourraient jouer dans le façonnement d'un nouveau chapitre dans les relations interstellaires. Au fil des semaines, la présence du capitaine VN au Palais Royal est devenue à la fois un symbole d'espoir et un catalyseur de changement. Son intervention réussie dans la crise de la princesse avait ouvert des portes que beaucoup croyaient fermées à jamais, menant à des niveaux de coopération sans précédent entre les scientifiques humains et zoriens. Des équipes de recherche ont travaillé sans relâche dans des laboratoires nouvellement établis, combinant les avancées technologiques de la Terre avec les techniques de manipulation de l'énergie zorienne. Les résultats ont été rien de moins que des percées révolutionnaires dans les avancées de la médecine quantique, dans les solutions d'énergie durable et dans les innovations en sciences des matériaux qui promettaient de bénéficier aux deux civilisations. Cependant, ce progrès rapide s'est accompagné de son propre ensemble de défis.
L'arrivée massive de chercheurs et de diplomates humains dans la société zorienne a engendré des complexités logistiques qui ont mis à l'épreuve les capacités administratives des deux cultures. Logement. Les ajustements des régimes alimentaires, des aménagements et des protocoles de communication ont nécessité des adaptations constantes, tandis que les préoccupations en matière de sécurité ont rendu nécessaire la mise en place de nouvelles mesures de protection à travers le palais et ses environs. Elias s'est retrouvé de plus en plus impliqué dans ces détails opérationnels, s'appuyant sur son expérience militaire pour coordonner le nombre croissant de personnel humain tout en maintenant l'harmonie avec leurs hôtes zoriens. Le paysage politique a évolué rapidement, tandis que les factions conservatrices au sein de la société zorienne, encouragées par le succès de leur résistance initiale, ont commencé à s'organiser de manière plus formelle en demandant une surveillance accrue des activités humaines sur Zi. Ils ont fait des pétitions pour restreindre les types de recherches autorisées et chercher à limiter l'accès humain à des zones sensibles du savoir zorien. Les voix progressistes ont plaidé en faveur d'une intégration encore plus poussée, suggérant des missions d'exploration conjointes et des programmes élargis d'échanges culturels qui emmèneraient les humains et les zoriens au-delà de leur monde d'origine respectif. Au cœur de ces développements se trouvait la relation complexe entre la princesse Leora et le capitaine Varn. Leur collaboration continue dans la recherche médicale s'était transformée en quelque chose de plus significatif. Un partenariat qui influençait les décisions politiques et façonnait la direction de la coopération interspécifique lorsqu'ils se promenaient ensemble dans le palais en discutant des applications potentielles de leurs découvertes. Les courtisans et les diplomates ont observé avec grand intérêt chaque décision prise ensemble, chaque compromis atteint établissant un précédent pour les interactions futures entre leurs peuples. La situation a atteint un point critique lorsqu'une délégation de la Terre est arrivée pour formaliser l'alliance naissante. À travers des traités et des accords officiels menés par l'ambassadeur Chan, un diplomate chevronné connu pour son acuité stratégique, la délégation a présenté des propositions qui modifieraient fondamentalement l'équilibre des pouvoirs dans la région. Les négociations qui ont suivi étaient tendues et complexes, nécessitant à Elias de naviguer entre sa loyauté envers son monde natal et son engagement envers le peuple zorien. Il avait appris à respecter profondément la princesse Léor, tout aussi déchiré entre son devoir envers son peuple et sa croyance en le potentiel de la coopération entre humains et zoriens. Elle se retrouva dans une position inédite de médiation entre deux mondes. Ces négociations ont mis en lumière des différences philosophiques plus profondes entre les espèces, les approches humaines en matière de gouvernance et de gestion des ressources entraient en conflit avec les traditions oriennes de consensus et de préservation de l'énergie. Le concept de droit de propriété, si fondamental pour la société humaine, semblait étranger à une culture qui considérait les ressources comme faisant partie d'un ensemble cosmique. En revanche, l'accent mis par Zorian sur la connexion spirituelle à l'univers a remis en question les notions humaines d'objectivité scientifique. Chaque réunion, chaque discussion a révélé de nouvelles couches de complexité, obligeant les deux parties à remettre en question leurs hypothèses et à adapter leurs perspectives. À travers tout cela, le souvenir de la crise de la princesse planait, servant à la fois de rappel de ce qui pouvait être réalisé grâce à la coopération et d'avertissement des dangers de rester isolé dans sa propre compréhension. Les technologies mêmes qui avaient sauvé la vie de Léora se dressaient maintenant comme des symboles de possibilités, tandis que les circonstances qui l'avaient mise en danger mettaient en lumière les risques de l'ignorance. Cette tension entre l'opportunité et la prudence définissait chaque décision, chaque compromis, alors que les deux espèces luttaient pour trouver un chemin qui respectait leurs identités distinctes tout en embrassant le potentiel de leur union au milieu de ces dynamiques évolutives. Le capitaine Varn a reçu un message crypté du commandement terrestre qui a provoqué des remous au sein de l'équilibre délicat qu'ils avaient tant travaillé à établir. La transmission contenait des renseignements classifiés concernant une faction dissidente au sein des initiatives d'exploration spatiale humaine, un groupe connu sous le nom de la Vanguard stellaire, qui croyait que la survie de l'humanité dépendait de l'acquisition de technologies extraterrestres avancées par tous les moyens nécessaires. Leurs activités s'étaient récemment intensifiées le long des frontières du territoire zorien, suscitant des inquiétudes quant aux menaces potentielles pour la sécurité de la princesse et de son peuple. La timing de cette révélation ne pouvait pas être pire. Au moment où la confiance entre les humains et les zoriens commençait à se solidifier, des rapports ont fait état de sondes non autorisées contournant l'espace zorien, leur signature correspondant à celles utilisées par la garde stellaire. Ces incursions, bien qu'elles restent techniquement en dehors des frontières officielles zoriennes, violant de nombreux accords interstellaires et menacent de compromettre des mois de progrès diplomatiques.
Plus grave encore, elles ont été interceptées. Les communications ont laissé entendre que la faction Rogue avait d'une manière ou d'une autre obtenu des informations détaillées sur l'état de santé récent de la princesse Leora et les technologies utilisées dans son traitement. Elias se retrouva dans une position impossible où son devoir d'avertir les Oriens de cette menace entrait en conflit avec son obligation de protéger des informations humaines classifiées. Le poids de ce dilemme pesait lourdement sur lui alors qu'il observait la princesse Leora poursuivre son travail sur l'avancement de la technologie de stabilisation harmonique, inconsciente du danger qui rôdait aux abords de son royaume. Chaque jour qui passait sans révélation semblait être une trahison de la confiance qu'elle avait placée en lui, pourtant divulguer l'information risquait de déclencher exactement le type de conflit interespèces qu'il avait tant travaillé à prévenir. La situation est devenue plus compliquée lorsque des changements subtils ont commencé à apparaître dans l'état de santé de la princesse, bien que moins graves que sa crise initiale. De légères fluctuations dans son schéma énergétique suggéraient qu'une personne ou quelque chose pourrait tenter de reproduire les conditions qui avaient mis sa vie en danger. L'équipe médicale s'est concentrée sur la perfection de la technologie de stabilisation, initialement en écartant ces variations comme des ajustements normaux suite à sa guérison. Cependant, Elias, formé à la détection des schémas, a remarqué des motifs reflétant les premières étapes de la dissonance de résonance quantique, des motifs qui correspondaient trop parfaitement aux capacités connues des factions rebelles en matière de manipulation quantique. En approfondissant ses investigations, Elias a découvert des preuves d'équipements de surveillance sophistiqués dissimulés à l'intérieur du palais lui-même. La technologie présentait des caractéristiques de conception humaine, modifiées avec des composants qui ne pouvaient provenir que de transactions sur le marché noir avec des commerçants extraterrestres moins scrupuleux. Les implications étaient dévastatrices, il devait y avoir quelqu'un au sein de la délégation diplomatique humaine travaillant en collaboration avec la garde stellaire, utilisant sa position de confiance pour recueillir des renseignements et potentiellement mettre en danger une fois de plus la princesse. La pensée de la trahison venant de l'intérieur de ses propres rangs remplissait Elias d'une froide colère, tempérée uniquement par le besoin de protéger ceux qui avaient appris à lui faire confiance. Le défi était désormais triple, identifier le traître au sein de la délégation humaine, empêcher la faction rebelle d'obtenir la technologie orienne sensible et garantir la sécurité de la princesse sans provoquer un incident diplomatique susceptible de tout faire voler en éclats. La fragile alliance comportait des risques pour chaque option, risques qui auraient pu anéantir tout ce qu'ils avaient accompli, allant de l'exposition des divisions humaines à la confirmation des craintes oriennes concernant les intentions humaines. Alors qu'Elias se préparait à affronter cette nouvelle menace, il réalisa que le véritable test de leur partenariat interespèces ne résidait pas dans les périodes de paix ou de découverte partagée, mais dans la manière dont ils feraient face à l'adversité ensemble. Elias savait qu'il devait agir rapidement mais discrètement. Il commença par isoler l'équipement de surveillance, traquant ses signaux jusqu'à une station relais cachée au sein des quartiers de la délégation humaine. Le traître qu'il découvrit était en fait un jeune diplomate nommé lieutenant Cal, dont la famille avait des liens avec la Stellar Vanguard. Confrontant Cal en privé, Elias lui offrit un choix, coopérer et aider à démanteler les plans de la faction rebelle, ou faire face à une arrestation immédiate et à un procès selon le droit humain exorien. Conscient de l'ampleur de sa trahison, Cal choisit d'apporter son aide. Elias a découvert que l'objectif ultime de la faction Rogue était de reproduire la technologie de stabilisation harmonique non pas pour guérir, mais comme une arme capable de déstabiliser des populations entières. La condition de la princesse n'était pas un accident, mais un test pour comprendre les limites de la technologie. Fort de cette connaissance, Elias et Leora ont élaboré un plan pour renverser la situation contre la Stellar Vanguard. Ils ont décidé d'utiliser la technologie qu'ils avaient développée pour mettre en place un dispositif de sécurité, un signal capable de neutraliser toute utilisation non autorisée des résonateurs harmoniques. Cela s'est avéré crucial lorsque la faction Rogue a lancé son ultime assaut pour tenter de prendre le contrôle des installations de recherche du palais. Lorsque le dispositif de sécurité a été activé, les forces intruses ont constaté que leur équipement devenait inutilisable, leur tentative de manipulation des champs quantiques s'effondrant simultanément sur elles-mêmes. Les forces de défense de Zorian, alertées par Elias, ont encerclé les envahisseurs, les forçant à se rendre sans effusion de sang. La crise a été évitée, mais les implications étaient claires, la confiance entre les espèces nécessitait autant de vigilance que de bonne volonté.
Dans les suites de l'incident, la princesse Léora s'est adressée à son peuple, reconnaissant la menace et réaffirmant son engagement en faveur d'une coopération pacifique avec l'humanité. Elle a annoncé la création d'un conseil de sécurité conjoint dirigé par le capitaine VN pour superviser les futures collaborations et prévenir des incidents similaires. De son côté, Elias a choisi de rester sur Zora, son rôle évoluant de protecteur à médiateur, assurant ainsi que l'alliance perdurerait alors que les deux lunes se levaient au-dessus du palais cristallin, projetant leur douce lueur à travers les jardins. Léora et Elias se tenaient de nouveau côte à côte, leur lien forgé dans la crise et renforcé par un but commun, symbolisait désormais quelque chose de plus grand, un témoignage de la puissance de l'unité face à l'adversité. Bien que des défis se dressent devant eux, ils les affrontent côte à côte, deux âmes unies. Guidés par le devoir, la confiance et la croyance inébranlable que même parmi les étoiles, l'espoir pouvait briller le plus fort lorsqu'il était cultivé ensemble, c'est ainsi qu'un nouveau chapitre commença sous les cieux scintillants de Zora, non seulement pour eux, mais pour tous ceux osant rêver d'un avenir interconnecté plus lumineux.